Bonjour à tous, une nouvelle journée commence sur ce Salon de l'Agriculture 2022, la 4e ici. Et ce matin, je suis très contente d'aborder pour vous et avec vous, Florence Roussillon, un sujet de consommation du quotidien, quelque chose qui nous touche tous et toutes, c'est la pomme de terre. Le légume préféré des Français, pourtant assez mal connu. On va explorer avec vous la filière de la pomme de terre et on a plein de choses à découvrir qui vont nous intéresser. Alors, vous êtes la directrice générale du CNIPT, le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre. Une interprofession qui va du champ à presque l'assiette des consommateurs. Oui, bonjour. Donc, effectivement, l'interprofession de la pomme de terre fraîche va de la production jusqu'à la grande consommation, donc de la terre jusqu'au consommateur. Elle représente les producteurs, 8 à 10 000 producteurs environ, qui sont des producteurs professionnels qui vendent pour la commercialisation auprès du consommateur. Elle représente aussi les négociants et les courtiers, environ 350 entreprises, et puis tout le commerce de proximité, 4000 ou 5000 primeurs, et toute la grande distribution. Donc tous ces acteurs de la filière sont dans l'interprofession, parce qu'il faut savoir, c'est que le producteur produit ses pommes de terre, mais pour l'amener jusqu'au consommateur, elle passe par toute une étape de filière, du stockage, du conditionnement, du transport et de la commercialisation. Alors combien est-ce qu'on mange de pommes de terre fraîches en France ? Les consommateurs consomment environ 50 kg de pommes de terre par an, à peu près la moitié en pommes de terre fraîches et l'autre moitié en pommes de terre transformées. La production de pommes de terre en France, c'est environ 6 millions de tonnes. Et il faut savoir que la moitié de cette production est exportée. La France est le premier exportateur mondial de pommes de terre. Et alors où est-ce qu'elles vont, les pommes de terre françaises, quand elles sont exportées ? Alors, pour la grande majorité, elles vont sur la zone Europe, parce que la pomme de terre est un produit pondéreux et bon marché. Donc, elles vont sur la zone Europe, souvent pour être transformées. Mais pour nos clients en pommes de terre fraîches, nos principaux clients sont l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Europe de l'Est. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit il y a une chose qui est très importante dans le marché de la pomme de terre, c'est le prix. Il faut que ce soit un légume, le légume préféré des Français, qui reste extrêmement abordable. Et c'est une chose à laquelle l'interprofession tient beaucoup. Et là, on est dans un contexte où toutes les fournitures pour la production des pommes de terre se renchérissent, les intrants, l'énergie, etc. Alors comment est-ce qu'on peut garantir des prix des pommes de terre qui ne flambent pas comme le reste de l'alimentation ? D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant la crise du Covid, où les Français étaient confinés chez eux, la filière pommes de terre peut s'enorgueillir d'avoir approvisionné les Français dans ce produit d'alimentation courante et quotidienne à un prix qui est resté abordable. Donc il y a eu un accord effectivement au sein de l'interprofession pour garantir que les Français continueraient à avoir de la pomme de terre et pourraient l'acheter et la transformer, et la travailler chez eux et la cuisiner chez eux. D'ailleurs, on a eu beaucoup de ventes à ce moment-là. Et évidemment, en ce moment, les prix de la culture, les prix des intrants en culture augmentent énormément. Donc la filière est toujours aussi responsable pour essayer de maintenir des prix abordables pour ce produit quotidien. Néanmoins, si les coûts en culture continuent d'augmenter, les coûts en stockage conditionnement augmentent également, parce qu'avec les nouvelles règles sur le conditionnement et le remplacement des emballages plastiques auxquels nous adhérons, mais par d'autres emballages alternatifs qui sont souvent plus chers, ça aura des répercussions sur le consommateur. Mais on travaille aussi avec les distributeurs pour essayer de limiter cette répercussion au consommateur. Alors vous avez évoqué le sujet des emballages. C'est un sujet vraiment intéressant quand on parle des pommes de terre. Elles sont souvent vendues en filets. Et ces filets, ils vont être interdits parce que c'est du plastique. Donc il va falloir trouver d'autres manières de vendre les pommes de terre. Et ça, c'est une vraie préoccupation pour l'interprofession. Mais expliquez-nous pourquoi. Alors en réalité, notre préoccupation immédiate n'est pas forcément sur les filets, parce que les filets sont plutôt des produits à plus de 1,5 kg. En revanche, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des unités de vente inférieures à 1,5 kg pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand ils achètent des filets à plus de 1,5 kg, quelquefois ils n'ont pas l'usage de la totalité des pommes de terre et donc ils les oublient dans leurs étagères ou dans leur bac de frigo. Et c'est dommage. Et elles se gaspillent. Donc ils préfèrent acheter plus souvent des petites unités. Et ces petites unités étaient pour le coup uniquement en emballage plastique. Donc aujourd'hui, la filière a travaillé dans son ensemble pour faire de la recherche et du développement et trouver des emballages alternatifs.
Donc il y a des barquettes carton, il y a des emballages alternatifs, mais le consommateur achète beaucoup avec ses yeux. Et oui. Et donc ces pommes de terre qui sont moins visibles aux yeux du consommateur, elles se vendent un tout petit peu moins. Il faut les voir. En revanche, on a un produit extraordinaire qui est la pomme de terre qui se cuit directement au micro-ondes. C'est-à-dire que ce sont des sachets, des emballages qui ont été techniquement déterminés pour être aussi un moyen de cuisson. Donc, heureusement, ces emballages-là n'ont pas été interdits, puisque ce n'est pas un emballage, c'est un moyen de cuisson. Et donc, on a encore ces petits emballages qui permettent au consommateur de cuisiner facilement en mettant directement son produit dans le micro-ondes pour le cuisiner. Alors parce que la filière s'intéresse beaucoup à la façon dont les Français mangent des pommes de terre. Ils en mangent un petit peu moins qu'avant. Et donc, vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que la pomme de terre est un peu plus boudée? Vous m'avez dit, une des raisons, c'est que c'est compliqué à préparer. Donc il faut travailler pour expliquer que non. C'est vrai que c'est une des raisons, et nous avions fait une étude il y a 2-3 ans avec une interview de consommateurs en rayon. Je me souviens d'une maman avec une jeune fille d'une vingtaine ou d'un peu plus d'une vingtaine d'années en rayon qui était interviewée pour notre étude et qui expliquait à sa fille qu'il y a des pommes de terre à vapeur, des pommes de terre à frire. La jeune fille ouvrait des grands yeux comme si elle le découvrait, alors qu'elle a vu sa mère cuisiner toute sa vie. Et la jeune fille a fini par lui dire « Mais tu sais, maman, je crois que je n'ai même pas un éplucheur de pommes de terre à la maison. Je n'ai même pas un économe à la maison. » Donc, sa mère, qui était très bien informée, lui a dit « Mais les pommes de terre aujourd'hui, celles qui se font à la vapeur, on n'a même plus besoin de les éplucher. Donc, cuisine des pommes de terre. » Vous m'avez aussi expliqué que le sort de la viande et celui de la pomme de terre sont extrêmement liés dans la consommation des Français. Ça, c'est intéressant. Oui, effectivement. Le fait que les Français consomment un peu moins de viande a un impact sur la consommation de pommes de terre, qui est un légume et un féculent d'accompagnement traditionnel de la viande. Donc nous travaillons aussi avec l'interprofession de la viande dans l'idée des consommateurs flexitariens, de façon à favoriser la consommation des pommes de terre. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne au ras du champ, au bord du champ. Produire des pommes de terre, ça n'est pas si évident que ça. Ce sont des végétaux qui, comme les autres, sont attaqués par des ravageurs. Ce sont des végétaux qui, comme les autres, ont des maladies. Où est-ce qu'on en est des moyens de protection des pommes de terre et comment est-ce qu'on fait pour utiliser moins de pesticides, par exemple, pour les cultiver? Est-ce qu'on a des nouvelles armes? Alors, notre premier ennemi en culture de pommes de terre, c'est le mildiou. Alors le mildiou, c'est une sorte de moisissure. C'est un champignon. Oui, c'est une sorte de moisissure qui vient sur les plantes quand il fait très humide. Alors on va rappeler pour nos téléspectateurs que le mildiou, c'est ce qui a causé la grande destruction des pommes de terre en Irlande et qui a provoqué la grande famine irlandaise. Exactement, ça peut être très très destructeur pour la culture de pommes de terre. Donc, pendant les 3 dernières années, nous n'avons quasiment pas eu d'intervention mildiou parce que les étés ont été très chauds. En revanche, l'été dernier, avec un printemps pluvieux, un été pluvieux, nous avons été obligés d'avoir des interventions sur le mildiou. Depuis plusieurs années, compte tenu de cette difficulté vis-à-vis du mildiou, la filière a développé, avec son institut technique Arvalis, un outil d'aide à la décision. Il y a énormément de stations météo qui sont implantées dans les champs et qui permettent de déterminer quand et comment traiter de la façon la plus pertinente possible. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas en prévention, on le fait quand vraiment il y a un risque. Voilà, exactement. Et pour les autres ravageurs, parce que vous m'avez parlé du taupin, un petit insecte qui fait des trous dans les pommes de terre. Alors moi j'ignorais son existence, peut-être beaucoup de gens ici autour de nous aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Les taupins, on n'a pas vraiment de solution contre ce petit insecte pour l'instant. Alors pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'alternative aux produits qui ont été interdits pour traiter le taupin. Donc on a quelquefois ces pommes de terre avec des petits trous dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la recherche variétale pour essayer de trouver des pommes de terre plus résistantes. C'est pareil aussi pour le mildiou ou pour d'autres ravageurs. Donc on cherche des variétés. Et puis surtout, on entretient les sols. Les producteurs de pommes de terre sont aussi des producteurs de céréales, des producteurs de grandes cultures. Et donc ils réfléchissent de plus en plus et de plus en plus intensément à la rotation des terres et aux meilleures cultures dans la rotation des terres. Il y a tout un programme de recherche pour améliorer les cultures dans la rotation des terres. Ça, je crois qu'il faut qu'on explique un petit peu. Selon la façon dont on fait alterner les cultures, on favorise des sols plus sains où les ravageurs ne restent pas. Absolument. Ça revient un petit peu à ça. C'est tout à fait ça. J'essaye d'expliquer. C'est tout à fait ça. Et pour la pomme de terre, en principe, il faut 4 à 6 ans
avant de pouvoir remettre des pommes de terre dans un champ. Donc pendant 4 à 6 ans, ils font d'autres cultures. Et avec Arvalis, avec l'Institut technique, on essaye de travailler pour savoir quelles sont les meilleures cultures justement pour essayer d'éviter que les ravageurs liés à la pomme de terre restent dans le champ et détruisent aussi d'autres cultures d'ailleurs. Il y a un point que je voulais évoquer avec vous, c'est celui de la loi Egalim, c'est-à-dire les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs. Le cas de la pomme de terre, c'est un peu particulier parce que c'est un produit qui finalement est assez peu transformé quand il est frais. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça se passe, les négociations cette année, elles se sont achevées hier. Comment est-ce que ça a été vécu au sein de la filière qui est donc visiblement bien organisée? Alors, les négociations entre les fournisseurs et la grande distribution, ça concerne surtout la pomme de terre transformée. La pomme de terre vendue à l'état frais a été exclue de ce dispositif parce que c'est un produit périssable qui a une négociation quasi quotidienne et donc on n'est pas dans le système des négociations annuelles, contrairement aux produits transformés. En revanche, sur toute la première partie de la loi qui concerne les contrats entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, la filière pomme de terre fraîche est totalement mobilisée. Elle souhaite qu'il y ait des contrats entre les producteurs et leurs premiers acheteurs et elle souhaite des aménagements de la loi de façon à ce que ces contrats soient les plus adaptés possibles à notre filière. Donc on travaille sur ce sujet-là. Merci Florence Roussillon. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on se quitte. Quelle est votre pomme de terre préférée? Ah, c'était la question piège. C'est pas du tout la question piège. Personnellement, j'adore toutes les pommes de terre, évidemment. Je trouve qu'une petite pomme de terre vapeur, cuisinée à la vapeur, avec un petit peu de crème fraîche et des œufs de lin ou des œufs de saumon selon ses moyens, c'est un dîner délicieux. C'est raffiné. Merci beaucoup Florence Roussillon d'avoir expliqué à nos téléspectateurs ce marché de la pomme de terre, ce légume si évident et à la fois si méconnu. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard sur ce plateau du Village Semence pour des interviews tout au long de cette journée.